Bonjour à tous, bienvenue sur le Souley Show. Mon nom est Suleiman, courtier immobilier à Gatineau. Comment tu te sens par rapport au Airbnb? Je sais qu'il y en a qui sont en train de l'interdire au Québec. Ça devient de plus en plus difficile. J'ai un ami qui fait ça à temps plein. Il avait starté sa business de gestion immobilière de Airbnb. Puis là, maintenant, avec qui était initialement son client, mais il est devenu son partenaire. Okay. Là, ils ont investi, mais ils ont décidé d'aller plus à l'extérieur du Canada. Okay. Ils sont plus, présentement, il est en République dominicaine. Puis il dit c'est quand même chill ma vie. Ah ouais? Il dit ils viennent d'acheter un petit hôtel, ils font tout sur Airbnb. Ils s'occupent de ça là-bas. Le coût de la vie, c'est quand même pas trop. C'est quand même trippant. Ouais, c'est trippant. Des fois, je me dis, mais pourquoi que moi, ce que je sais, là, avec l'hiver s'en vient, ça me tente moins. Mais qu'est-ce que moi, je pense de ça? C'est pour investir, il y en a qui font de l'argent beaucoup avec ça. Moi, j'aurais peur d'acheter dans le but de faire ça, donc aller payer trop cher pour une propriété dans le but de faire ça. Puis, tu as tellement un gros risque que le gouvernement t'impose une loi nouvelle. Qui va limiter ça. Ça a probablement... ça a déjà été brassé un peu, je pense. Là. Je veux dire, le choc est arrivé, là, Airbnb, puis le gouvernement s'est ajusté. Tu as tout le temps un push puis un pushback. Là. Fait que je pense que l'ajustement a été fait un peu. J'ai pas suivi 100% toutes les lois. Là. Je sais que c'est à Ottawa, tu n'as plus le droit d'en faire du tout si c'est pas ta résidence principale. Fait que c'est certain que si ton but c'est de bâtir un petit hôtel et tu n'es pas dans du commercial, ça marchera peut-être. En tout cas, moi, je le ferais pas. Là. Je tenais pas tous les détails du côté du Québec. Par contre, il fallait un Airbnb. Est-ce que toi, tu as regardé ça un peu? J'ai regardé ça un peu. Il y a un courtier qui m'a dit que c'était interdit. Mais quand j'ai fait ma recherche, j'ai vu que c'était pas encore officiellement interdit, d'après moi. Mais il y a des pourparlers pour l'interdire. C'est ça. Il y a des gens qui pensent l'interdire. Je pense que maintenant, tu as besoin d'un numéro de permis. OK. Quand tu as une unité que tu loues sur Airbnb. On dirait que ça va devenir un peu plus dur. Moi, je le considérerais, mais faut pas que ça soit ma seule stratégie. Faut que tu aies une sortie. Oui, exact. Soit tu peux louer à la chambre, ou soit il fait du sens de le louer comme ça aussi. Si c'est une bonne... Tu veux avoir comme le pire cas, le moyen cas, puis le cas idéal, puis le home run. T'sais. Peut-être que ton home run, c'était le Airbnb, mais hope for the best, plan for the worst. Tu t'espères pour le mieux, puis tu planifies que ça va être cancellé Airbnb. T'sais. Si tu planifies pour ça, mais tu l'espères, tu le laisses comme disponible, comme possibilité. Je pense que c'est la façon de l'approcher parce que je connais des gens à Ottawa qui ont acheté des propriétés ou qui sont même mis à louer louer, puis en pensant en leur faisant du Airbnb. Puis là, quand tu as la loi qui passe, ben t'es screwed, là, tu sais. T'as trop payé. Si tu veux le louer au prix du marché, t'as trop payé. Ça fonctionne plus. Fait que ça, c'est la situation ultime à éviter. Mais si t'évites ça, puis c'est une bonne deal autrement, puis c'est légal, essaye-le. Tu t'assures que tu cash flow même en location traditionnelle. Puis tout. Moi, c'est quelque chose que j'offrais aux étudiants. C'est ça. Ils n'en ont pas eu besoin à date, là, mais je disais souvent, les étudiants, ils vont demander pour partir durant l'été. Puis, tu sais, moi, je signe des bails d'1 an, là, même à la chambre. Fait que tu peux leur offrir, tu dis, check pour l'été, ce qu'on peut faire, c'est une entente entre toi et moi. Je vais m'en occuper. On va mettre ta chambre sur Airbnb. C'est sûr que ça prend une pré-entente là, dans le contrat de location. Là. Excuse-moi, avec les autres locataires, que c'est une possibilité que les chambres de tes colocs soient sur Airbnb. Ça, c'est sûr que ça doit être établi à l'avance. Mais si tu as cette entente-là, je leur propose... laisse-moi là, va-t'en pour l'été, tu es encore sur ton contrat, tu dois me payer, mais je vais tout faire on va aller louer sur Airbnb, puis le profit, on le split à 2. Fait que toi, jusqu'à ce que ça repaye 100% de ton loyer, fait que t'es pas là, puis t'as possibilité de rien payer, ou payer la moitié, ou payer la tiers. Puis c'est moi qui m'en occupe. Puis si je le rembourse au complet, moi j'ai eu mon loyer payé en double. Puis si je continue, puis c'est un gros mois, je sais pas, il y a un festival où il n'y a plus de COVID, mettons. C'est sûr qu'avec le COVID, c'était moins évident. Genre, pas pantoute, là. Toi, tu peux décupler là, ton revenu avec ça. Là. Tu peux faire
avoir 2 fois ton revenu par chambre pour 4 mois, ça peut être intéressant. Ouais. C'était pas planifié, mais c'était un beau bonus. Puis après ça, tu peux repayer des dettes avec ça ou l'utiliser pour ton prochain investissement. Là. Ouais. Ou va-t'en à Cuba, je sais pas. Va-t'en. C'est des options. À un moment donné, il faut diversifier. On peut pas rester juste à Gatineau. Ouais, je pense que oui, il faut diversifier. Là. Mais c'est quoi? Je sais pas, c'est Warren Buffett qui disait que diversifier, puis Omar Cuban, il disait diversifier, c'est pour les imbéciles. Il n'a pas dit ça dans ces mots-là. Là. Je penserais pas que Warren Buffett ait dit ça dans ces mots-là. Je pense que c'est Mark Cuban qui avait dit ça. Ça doit être Mark Cuban. Warren Buffett, j'ai jamais entendu. Non, on dirait il a jamais dit il a jamais sacré, il a jamais. Ouais. C'est quoi son idée? C'est que tu dois te spécifier dans quelque chose de particulier ou bien? Je vais essayer de remettre dans mes mots comment je me rappelle. Spécialisé? Je pense que Mark Cuban disait si tu te diversifies, tu mets ton argent juste passivement comme ça, tu vas rater une opportunité. Okay. Tu vas the opportunity cost qui disait. Okay. Puis moi je pense qu'il a raison quand tu as des centaines de millions à investir puis tu as des opportunités de start-up qui te sont pitchées souvent. Okay. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, je pense que c'est bien correct là, en attendant d'acheter l'index boursier qui donne entre 17 et 10 annuel sur 100 ans. Je veux dire, dans les dernières années, c'était pas ça du tout, là, mais ça a été très bon après le crash de 2007, là, mais 2008. Mais quand même que tu garderas de côté un 5 000 tu ne vas pas investir dans une start-up avec ça. Okay. Puis surtout que si tu achètes un index boursier, malgré qu'il y a du monde qui parle présentement qu'il y aurait une index bubble. Michael Burry qui a fait Michael Burry a été personnifié là, dans le film de Big Short. Je ne sais pas si tu te rappelles. Non, je connais pas. Il est plus populaire à cause de ça, là, j'imagine. Là, c'est vraiment bon comme film. Moi, je le recommande. Là, Big Shark? The Big Short. The Big Short, OK. Ouais, c'est comme... c'est du monde à Wall Street qui ont shorté les mortgage bonds en 2007. Wow. Ouais, je pense que Michael Burry avait commencé en 2005 à les shorter. Oh my God. C'est vraiment intéressant, vraiment intéressant. Si t'aimes un peu ce domaine-là, là, moi j'ai des amis, comme hier, j'essaie d'en parler à ma gang quand ils sont arrivés avec la guitare, puis mes amis disent ça m'intéresse. Vraiment pas. Ils disent joue ta guitare, puis laisse faire. Moi, ça m'intéresse. Hier soir, j'ai regardé un documentaire sur la Great Depression. Ah oui, hein? Ouais, j'essayais de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec le crash boursier, puis qu'est-ce qu'ils ont fait pour le ramener sur le marché. Ah ouais, moi je suis pas au courant vraiment de cette période-là. C'est quoi qui s'est passé, mettons? Mettons, tu me summarise en... Ouais, ça a commencé en 1929. Fait que c'était dans une période où les gens connaissaient pas... C'était pas mainstream encore, les investissements, le marché boursier. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est que ils l'ont proposé à beaucoup plus de gens. Puis les gens ont commencé à investir. Parti en peur. C'est ça, c'est parti un peu en fou. Fait qu'ils prêtaient. Ils pouvaient te prêter. Je sais pas, disons que tu avais 6 000 $ que tu mettais en bourse, ils pouvaient te prêter 60 000 sur ton 6 000 wow, OK. Pour que tu achètes d'autres stocks. OK, ils faisaient un peu le même marché, l'effet de levier que les banques font avec l'immobilier. Exactement. Fait qu'ils prêtaient trop, puis tout le monde voulait rentrer dedans. C'était devenu spécial. Sûr. Puis il y avait une phrase intéressante dans le documentaire. Il disait qu'il y avait les gens qui lavaient les chaussures sur Wall Street. Puis les gens qui faisaient les actions sur Wall Street se sont dit à un moment donné, si la personne qui lave mes chaussures en connaît autant que moi sur les actions, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Tout le monde investissait, les actions n'arrêtaient pas de monter. C'est un prejudice, là, mais c'est quand même drôle. C'est ça, c'est quand même drôle. Puis en 1929, je sais plus c'était quand ça a commencé à juste tank. Ouais. Fait que j'ai arrêté le documentaire à moitié. Je sais qu'ils ont commencé à injecter de l'argent, puis c'est comme ça qu'ils ont ramené un peu le marché. Mais j'ai pas fini encore le documentaire. Fait que c'est ça un peu le... Est-ce que la bulle des tulipes, c'est dans la même période? J'ai pas entendu parler de ça. Je me rappelle pas l'historique, là, mais c'est peut-être avant ça. Là. Peut-être que je pense pas que c'est relié, mais il me semble que c'est dans les mêmes années. Les premières... Le monde, à un moment donné, il achetait des tulipes. Puis il y a une demande qui est devenue incroyable pour les tulipes. Il y a une bulle du prix des tulipes. Ben non. J'ai jamais entendu parler de ça. C'est con, là. Mais je veux dire, c'est con. Je veux dire, j'étais pas là à l'époque, là, mais c'est un peu comme... Je veux dire, une tulipe, c'est une fleur, là. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu sais, à un moment donné, c'est l'offre et la demande. Le monde, il en veut beaucoup. Le monde va en acheter, mais je veux dire...
jusqu'à quel point que le monde aime ça, ces fleurs-là. T'as jamais entendu parler de ça? On dirait que ça me prendrait peut-être plus d'informations pour développer. Là. Mais je pensais que c'était dans ces années-là, puis j'étais curieux pour savoir si ça avait rapport à ça, mais je pense vraiment pas. Là. J'en ai pas entendu parler. Ça doit être comme les cartes graphiques qui ont augmenté de prix quand le Bitcoin est devenu fou, là. Parce que tout le monde voulait miner des Bitcoins. Ouais, c'est vrai. Ça, c'était un peu fou. Ouais, là, c'est quoi? C'est Nvidia qui a sorti leur dernière, qui torche, là, elle, l'année passée, là, de x2, là, puis elle est moins chère. Là. Ouais, Nvidia, le stock, l'action est allée aussi en malade l'année passée. Là. Je pense qu'il y avait des spéculations sur l'intelligence artificielle. Puis eux, ils sont parmi les pionniers, fait que l'action a monté comme c'est pas possible. Ah ouais? Toi, t'as acheté Nvidia, de ça? Ouais. Non, je l'ai pas acheté. J'avais acheté... c'est drôle parce que j'ai des rastas, tout le monde pense que je fume du pot, mais j'en fume pas. Non. Mais j'avais acheté des actions de... C'était Canopy Growth Corporation. OK. Puis ça a changé à Weed. Maintenant, le index number, c'est Weed. Ah ouais? Ouais. c'est clair. C'est ça, c'est clair. Dans quoi t'investis? Ouais. En Weed? Ah ouais? C'est ça. J'en avais acheté en peut-être 2017. Si je me souviens bien, quand c'était à 13-14 $, là, c'est rendu à 45 à peu près. Oh, nice. Puis c'était fou. Non, je pense en 2017 que c'est devenu fou. J'en avais acheté en 2015-2016. OK. Toi, tu fais ça un peu pour le fun, là, avec le hype là, c'est ça. J'étais super jeune. Je faisais vraiment pas beaucoup d'argent. Fait que j'avais peut-être mis un 100 $ sur ma paye. Ouais, puis c'était genre la moitié de ma paye. Ouais, c'est correct. T'es rendu à quoi? 300-400? C'est pas le fun. Ouais, c'est ça. J'ai fait... tu peux voir... Je trouve ça correct de voir ça comme un jeu, là, quand c'est quelques centaines de dollars. Puis c'est comme mon petit frère, il a acheté... il n'a aucune idée là, comment ça fonctionne. C'est drôle parce qu'il étudie en actuariat. Puis, mais il est en train d'apprendre, là, ça, là, c'est certain. Mais puis c'est notre cousin, il a dit « Ah oui, achète cette mine d'or-là. C'est pas de compagnie qui ont une mine d'or. » Il m'appelle au téléphone, il me dit « Qu'est-ce que tu penses de ça, investir dans une mine d'or? » Je dis « Tu vas investir dans une mine d'or. » Ben, les actions, là. Je vais acheter des actions d'une compagnie de mine d'or. Une compagnie de mine d'or, ils vont exploiter. Ils pose une tour de questions, puis j'ai dit, tu connais pas ça? Il dit, non, aucune idée. Il dit, pourquoi tu achètes ça? Ben, il m'a dit ça, que ça allait être bon. Il dit, ça a été bon, ça va être bon. OK, mais si tu veux, mais j'ai dit, il faut que tu t'assumes que, avec l'information que tu me montres que tu as, c'est presque aller à la roulette, là, ce que tu es en train de me faire là. Tu n'as pas fait une analyse vraiment profonde du marché, de la compagnie. Là, ça revient à Warren Buffett. Je pense pas que Warren Buffett qui arrive avec... dans ce que tu connais. Ouais, vraiment. Mais tu sais, c'est quoi son ami Charles Munger, là, qui connaît... Charlie Munger. Charlie Munger. Ouais. Je pense pas que le meeting, c'est... j'ai vu une compagnie, je pense que... D'après moi, c'est bon, ça. Pourquoi? Ben, c'était bon. Ils ont bien monté il y a un mois, là. Puis c'est mon cousin qui m'a dit ça. Ton cousin connaît ça, pas tant, mais il a fait de l'argent. Il y a une entrevue de Warren Buffett que j'avais regardée, c'était malade. Je pense qu'il avait trouvé une compagnie de pétrole en Chine qui était censée... le prix était censé augmenter de beaucoup, puis ça a augmenté de beaucoup. Fait que la femme qui l'interviewait lui a demandé comment tu fais pour trouver ces choses-là. Puis il a dit, c'est ça le secret. Puis après, il a dit, il y a des gens qui lisent Playboy, ben moi je fais juste lire des choses sur la bourse. Fait que le gars, il fait juste lire à longueur de journée des trucs, puis il s'instruit sur le marché. Puis c'est comme ça qu'il découvre des compagnies dans d'autres pays qui, c'est même pas en anglais, genre, c'est en mandarin. Puis... C'est sûr, si tu fais ça tous les jours, à un moment donné, tu vas catcher une information que les autres ont. C'est vraiment intéressant, ça. C'est quelque chose que j'aimerais faire, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu te spécialises. Là. Tu peux pas tout faire puis penser avoir du succès dans plein d'affaires. Là. J'avais... pour revenir à l'immobilier, mon mentor il m'avait dit, je pense que c'est en janvier l'année passée, j'ai demandé, donne-moi 3 choses que je dois m'améliorer. Tu sais, le top 3 des choses que je dois m'améliorer. Il m'a dit, t'as rien à faire. Il m'a dit, t'es parfait. Je le paye cher. Fait qu'il m'a dit, non, c'est pas non, mais une des affaires, c'est des... comment on appelle ça? C'est des sparking objects. Oui, je sais c'est quoi. C'est comme le syndrome de l'objet qui brille. C'est ça. J'ai entendu parler de ça. Puis souvent, c'est ça. Tu as la motivation, tu as l'intérêt sur plein d'affaires, puis tu as une nouvelle idée, tu dis, tu as vu quelqu'un qui a réussi un peu, tu dis, je vais l'essayer. D'après moi, si je me mets du temps, je vais faire ça, mais tu t'envoies un autre en passant 3 mois plus tard, puis tu commences à faire une autre affaire. Ben, c'est. Tu sais, quand ils disent, là, pour avoir du succès, c'est capable de dire non, ben, c'est à toi-même aussi, je pense. Tu sais, je pense que c'est vraiment un bon exemple. D'être capable de dire. Parce que moi, j'ai passé une année entière à
ma négociation avec une petite entreprise qui était à vendre ici à Gatineau. OK. Puis ça avait du sens. J'aimais les gens qui vendaient la compagnie, j'aimais le produit qu'ils faisaient. Mais un moment donné, j'ai dit, est-ce que je connais ça, ce domaine-là? Il faisait des rideaux custom. OK. J'ai dit, je connais pas ça. Je connais pas ça, les rideaux. Est-ce que j'ai lu autant de livres sur le business que j'en ai lu en immobilier? Vraiment pas, là. J'en ai lu une couple, là, puis j'ai écouté un peu des podcasts. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est quelque chose que je voudrais faire. Puis, j'ai écouté aussi, c'est un peu du reality show, là, mais c'est The Profit. Ça, je connais pas, non? Je veux dire, tu mets ton cerveau à off, là, parce que, il faut t'en prendre puis t'en laisses, là, mais c'est un entrepreneur aux États-Unis qui achète des petites business, puis il flippe, là, en une semaine à quelques mois, puis il fait son argent comme ça, puis là, tu regardes ça, puis tu dis, Caroline, c'est pareil à faire de l'immobilier, puis... Fait que là, moi, j'étais bien craqué. Puis là, j'étais allé dans plein de... En fait, j'étais venu d'un événement de Marty Waite, ici. Okay, ouais. puis je pense que j'avais rencontré un entrepreneur. Puis lui, il m'a mis en contact avec... Lui, il avait comme une shop de... non, excuse-moi, pas un garage, un parking de bateau. Comment on appelle ça? Un quai de bateau. Ouais. Puis un de ses clients, il m'a mis en contact avec. Puis là, on a commencé les discussions. Super intéressant. J'ai appris un peu sur eux, comment ils roulaient leurs affaires. Mais quand je me suis fait comme pas taper ses doigts par mon mentor, il m'avait dit ça. Puis, tu sais, il te laisse aller, ton mentor. Il faut pas qu'il te dise quoi faire, mais il te donne des conseils. Puis, comment que lui... Puis, il m'a clairement dit que mon numéro 1, c'était ça. Puis, ça m'a allumé. J'ai dit, check, l'expérience que j'ai développée dans les dernières années, c'est pas sur flipper une compagnie qui fait des rideaux. Tu sais, c'est l'immobilier, c'est des deals d'immobilier que je regarde tous les matins, que je regarde dans 5 et 50 deals par jour. Tu sais. C'est ça que je connais. Puis, fait que puis, tu sais, avant même d'avoir commencé l'immobilier, je me suis acheté quasiment une centaine de livres. Je lisais vraiment beaucoup. Puis, je me suis dit, avant même de commencer, faut que je lise X nombre de livres que je m'étais dit. Tu sais, je vais lire les tops plus et plus. Tu sais, je lisais un petit peu plus qu'un livre par semaine. Je lisais 1 livre et demi, quasiment 2 livres. C'est pas arrivé souvent, mais je lisais au-dessus de 2 heures par jour. Fait que je disais, je vais lire vraiment beaucoup jusqu'à Noël. Puis, après Noël, je vais me trouver un mentor. Okay. Parce que le mentor est arrivé dans les livres, là, ça disait, c'est pas un mentor. Puis là, on me pognait un mentor. Puis je trouve que c'est une bonne affaire. Puis, définitivement. Puis là, j'ai fait ça, c'est l'expertise que j'ai développée. Puis là, je me suis dit, si tu veux aller si tu veux acheter une business, faut que tu t'entoures du monde qui achète des business. Faut que tu lises des livres pour acheter des business. Faut que tu ailles une expérience ou quelqu'un proche de toi qui connaît ça un peu. Mais là, moi, c'est pas ça. Fait que j'ai comme laissé ça aller un peu. Là. Puis c'est tellement difficile le shiny object. On a tout TikTok ou YouTube. Puis c'est tellement. Puis je veux dire, les AI, les intelligences artificielles qui nous recommandent les vidéos là-dessus, là, ils nous connaissent en mot. Ils nous connaissent plus que nous-mêmes. Puis moi, je reçois tellement des fois des vidéos des entrepreneurs qui font des affaires, des side hustles. E-commerce, tout ça. E-commerce. Puis là, tu te dis, mais puis là, ça te repop. Je devrais faire ça. C'est toi le dernier là que. C'est un gars qui avait des machines à canettes de liqueur. Là. Ouais, je l'ai vu celui-là. J'ai eu ces pubs-là aussi. C'est Caroline, ça a donc bien l'air facile. Puis là, tout de suite après, j'étais allé chercher sur Kijiji, j'en ai trouvé une à vendre. J'ai fait un offre. Puis là, j'étais rendu un petit peu plus loin. J'étais en train de négocier pour en mettre un dans mon le bloc où je suis à Ottawa. J'étais rendu dans la négociation. J'avais contacté 5 autres des blocs. Puis là, le soir, j'étais allé me coucher. Puis j'ai dit... Ah non, là, faut que je revienne à... C'est ce qui marche pour toi. Oui, c'est ça. Ce que je comprends, là, ce que je connais le plus. Puis, un moment donné, quand tu as atteint un certain objectif que tu peux scaler, je pense que c'est correct. Le rendu là, tu peux, comme si c'est juste cette année aussi, à un moment donné, il faut que tu aimes ça. Là. Si quand tu as une équipe peut-être qui travaille pour toi, tu n'as plus besoin d'être là 100% du temps. Peut-être que là, tu peux te lancer dans quelque chose d'autre. Je pense que oui. Là, mon mentor, à un moment donné, il investit dans... c'est quoi? Là, il a été partenaire dans une place un coffee shop. OK. Il regrette, là, parce que le mot du COVID, c'est pas bon, mais. Oh là là, c'est vrai, ça. Ouais. Mais tu sais, je vais pas nommer de nom personne, là, c'est sûr, je vais pas donner de nom aussi, mais
c'est ça. Lui, après ça, il s'est rendu compte, non. Il dit, moi, je fais plus ça. Ah ouais? Parce qu'il s'est dit, mon expertise, moi, c'est en immobilier, d'investir dans le multi-résidentiel à Ottawa. Il dit, je pense qu'il était même à Hamilton avant, puis il a dit non. Il dit, vraiment focusé. Fait que lui, il prend, au lieu d'essayer plein d'autres affaires, il dit non, il double down sur ce qu'il connaît vraiment. OK. Ouais. Ça, c'est fort quand même. Puis je pense que ça fait du sens. Là. Il y a du monde qui vont chercher des produits connexes, mais de double down sur une affaire que tu es un expert. Ouais. C'est une stratégie. Là. Est-ce que je sais c'est quoi qui est le meilleur? Lui, ça marche vraiment bien. Donc, c'est peut-être une autre. Puis, comment tu l'as trouvé ton mentor? On était tous les deux membres du groupe Oreo, qui est un groupe à Ottawa. Oreo. Ouais, Oreo, okay, ça sonne comme le biscuit. Ouais. Il y a un I dedans, là, c'est Oreo, O-R-E-I-O. Organization of Real Estate Investors of Ottawa. OK. Ouais, c'est une abus non lucratif. Okay. Je vais faire de la pub gratis. Là. C'est pas de problème. C'est non lucratif. Je pense que c'est comme juste 120$ par année. Okay. 127, je pense. Puis tu as 11 ou 12 meetings par année. Puis il y a du monde vraiment intéressant qui viennent. Ouais. C'est plus Ottawa que Gatineau. Ça, c'est certain. Mais le maire, il était venu. On a eu Robert Kiyosaki de Rich Dad Poor Dad qui est venu en téléconférence. Là. Quand même intéressant, ça. Ben, le président d'Oreo, c'est Victor Menache. Je connais pas. Je sais pas si je dis son nom correctement. Qui, lui, il est dans une autre game. Là. Il est rendu beaucoup plus haut. Là. Lui, c'est un syndicateur. Okay. Puis pour du développement surtout. C'est des grosses, ça peut être des tours ou. Ouais, des tours, Ben, moi, j'étais dans un projet avec lui. Là. C'est comme ça que c'est mon premier projet, en fait. Je l'ai fait avec lui passivement. C'est un terrain de camping, mais surtout pour des travailleurs. Là, un RV park, plus, là, c'est plus dense. Wow. C'est pas comme familial, là, c'est vraiment des travailleurs. À Lake Charles, c'est le genre de projet là, qui ramassait comme c'était quelques millions. Puis, pas juste de moi. Là. Pas juste de moi, on est beaucoup de monde. Là. Puis, mais ça ensemble, il y a une équipe sur place. Puis lui, il est comme un peu le middleman, mais il fait beaucoup de ça. Il a son propre podcast aussi, là, que je recommande. Il est vraiment intéressant. Là. Lui, nice. Il appelle ça c'est le 5 minutes. C'est ça, c'est Real Estate Espresso. C'est un 5 minutes, puis c'est tous les jours. Okay. C'est vraiment rapide, mais il y a tout le temps. Des fois, c'est moins, là, mais c'est vraiment pas long. Ouais. C'est vraiment pas long, puis c'est tous les jours. Tu sais, lui, il est connecté avec Robert Kiyosaki, il est connecté avec The Real Estate Guys, il est connecté avec. Surtout aux États-Unis, qui fait ses affaires. Okay. Fait que lui, il est capable d'amener des gens. C'est le président d'Oreo, fait qu'il est capable d'amener beaucoup des gens avec une notoriété assez élevée dans le groupe. Là. Fait que c'est un groupe-là. Puis moi, dans ce groupe-là, c'est là que j'ai rencontré beaucoup de mes contacts, dont mon mentor, là, il y a quelques années. Il est francophone. Puis il avait fait... il avait fait un peu de sa visibilité là, en allant présenter justement un deal là, en chambre. Là. Puis j'ai trouvé ça... Il avait fait une conversion justement à Sandy Hill. Là. Ah ouais? C'en est un avant le bail là. Lui, il était chanceux. Il était dans les derniers. Il a fait la conversion du building en student rental, disons. Student rental, oui. OK. Puis... quand j'ai vu ça, je pense que c'est tout de suite après. Je me suis assis au côté, j'ai dit, est-ce que tu prends les mentors? Puis ça faisait comme 6 mois que je lisais des livres. J'ai dit, OK, là, je veux savoir. C'est bien beau la théorie, mais tu sais, il y a tout le temps la pratique. Là. Tu veux quelqu'un. Puis je voulais quelqu'un qui investissait localement. Parce qu'il y en a des mentors qui investissent dans d'autres marchés. Ils vont être à Toronto, une autre place. Moi, je voulais quelqu'un qui est dans le même marché que moi, je vais investir. J'aimais le fait qu'il parle français parce que. Je sais pas, il y a peut-être une mentalité qui se rejoint, peut-être pas, là, mais j'aimais juste ça parce que je suis francophone quand même, puis je sais pas à quel point ça l'a pesé. Là. Plus facile de connecter? Peut-être. Ouais. Peut-être. Ça, puis j'aimais son éthique, là. Fait que puis je voyais où ce qui était rendu aussi, puis c'était pas comme des années-lumière en avant de moi. OK. Je veux dire, le genre de projet qu'il fait, c'est sûr, je trouve ça vraiment impressionnant, là. Mais tu sais, surtout lui qui avait présenté, je fais Colin, je peux pas faire ça, moi. Ouais. Mais il en parlait de d'autres qui faisaient, puis les plus petits, je faisais tu sais, ça, je pourrais m'imaginer, tu sais. Okay. Puis je trouve que je pense, pour un mentor, c'est pas une mauvaise idée
d'avoir quelqu'un qui est pas trop loin en avance de toi. Tu sais, comme mettons Victor, je pense je sais pas s'il en fait encore, mais je sais qu'il a déjà fait du mentorat. Okay. Mais tu sais, il lève des projets qui lèvent comme 2, 5, 10 millions, puis c'est tellement haut niveau ce qu'il fait. Ouais. Je veux dire, OK, le premier projet qu'on va faire ensemble, ça va être un gros développement de telle affaire, puis je vais juste voir le fruit de ça dans 5 ans, 10 ans. Ouais. C'est juste ça qu'il va me recommander. Est-ce que c'est trop loin pour lui de juste voir un flip puis tout? Je sais pas. Je sais pas. Il y a des arguments pour tout, là. J'ai des amis qui ont été mentorés par lui, puis là, son argument, c'était, check, la différence entre ton projet à 100 000 versus lui à 10 millions, tu rajoutes 2 zéros, là. C'est con, mais c'est juste ça, là. Ouais. Victor, il est en contact aussi avec George Ross. George Ross, c'est le bras droit à Donald Trump durant toute sa carrière. Wow, OK. Puis je sais qu'il y a toutes il l'invite à son podcast souvent. Ça fait George Ross a parlé à Rio. Fait que, tu sais, ça fait des... C'est quand même une notoriété. Je disais, George Ross vaut quoi, 350 millions, là, puis, tu sais, il a fait des deals pas pires avec Donald Trump, là. Fait que, tu sais, quand il dit de quoi, là, c'est... C'est du sérieux. Ouais, puis je me rappelle d'un de mes chummies qui travaillait avec Victor. Il disait... Ils ont tout le temps, une fois par mois, justement, les questions avec George Ross, puis il y en avait un autre, là, pas mal du même niveau de Victor, là, dans le sens que, tu sais, il est rendu dans sa carrière d'investisseur, puis il posait la question, il dit « Je veux passer de faire des deals à comme 2-3 millions à des deals à 20-30 millions. » Puis George Ross, puis il avait vraiment formulé une belle question, là, tu sais, avec bien développé, bref. Là. Puis George Ross l'a coupé, il dit « Je t'arrête tout de suite, là, c'est la même affaire. Rajoute un zéro, c'est pareil. » Puis c'était comme une claque d'en face, puis probablement que c'est ça, mais je pense que quand tu commences, ça fait quand même peur, là, de dire « OK, le projet, je dois plus lever 300 000, là. Faut qu'on lève 3,5 millions, là. OK, comment je vais faire ça? Là? Ça pue, là. Ça fait peur un peu, mais ça a l'air que les processus, c'est la même chose. OK. Je suis pas rendu là encore. Un jour peut-être. I guess la mécanique, ça doit être la même chose. C'est ça. Tu vas faire ton inspection pareil, les négociations quand même. Les vendeurs veulent quand même un prix trop élevé pour c'est tout le temps ça. Là. Il n'y a jamais un vendeur qui dit OK, c'est correct, donne-moi moins. Ça arrive jamais. Il faut tout un petit travail pour trouver tes deals. Il y a tout le temps des problèmes avec les locataires. Il y a tout le temps. C'est tout le temps ça. Puis j'y crois, mais. Pour le mentor, je voulais quand même quelqu'un qui était proche de ce que moi j'ai fait. Là. Puis pour ton premier deal avec les véhicules récréationnels, est-ce que tu peux le décrire un peu? Comment ça a été structuré? Puis c'était quoi le retour sur l'investissement? Oui, c'est la structure, notamment les investisseurs en RP, c'est un prêt qui est converti en équité. Fait que dans ce genre de deal-là, tu vas avoir... souvent, ce que tu veux, c'est que l'investisseur retrouve son argent soit un refinancement ou en augmentant un cash flow d'une manière quelconque. Okay. C'est le genre de deal que les investisseurs veulent. Dans ce cas-là, c'était supposé d'avoir beaucoup de cash flow. T'en as pas eu beaucoup, finalement. Non, il n'y en a pas eu beaucoup. Non, il y a eu des délais dans les projets et qu'ensuite, COVID est arrivé. Fait que ça, c'est pas super. Puis là, il y a eu 2 ouragans dernièrement. Oui, c'est dans quel coin, ça? Lake Charles, en Louisiane. OK. Ouais. Étrangement, on n'a pas été affecté tant que ça par les ouragans. Et il y a beaucoup de travailleurs temporaires qui viennent durant les ouragans, comme des gens d'électricité, là, des power companies qui vont louer des spots. Puis pour nous, c'est bon, ça nous demande notre location. Ouais. Puis on charge. Il y a un premium qui est préétabli aux États-Unis là, pour ces travailleurs-là qui est plus cher que notre. Nice. Fait que ça nous aide. Fait que. Mais la structure, c'est un peu ça. Fait que c'est une dette qui un coup qu'elle a été repayée, plus un certain pourcentage. Ensuite, c'est converti en équité qui est préétablie. Okay. Fait qu'il y a beaucoup de deals qui vont être structurés comme ça. Donc, c'est quand la dette est payée, c'est là que vous allez recevoir votre part de l'argent avec le bonus. C'est ça. Fait que tant que tu n'as pas... Fait que, mettons, ça peut simplifier les choses quand tu es un investisseur étranger, disons, puis que tu veux pas faire de revenus d'impôt aux États-Unis. J'aurais pas à en faire tant que c'est pas payé encore. Puis c'est pas repayé encore. Là. C'est encore en mode dette.
parce que ça ouais. Ça a cash flow moins que prévu. Ça a cash flow moins que prévu à cause de plein d'inconvénients. Fait que, mais c'est des choses qui arrivent. Là. C'est le genre de structure qu'ils utilisent beaucoup. Là. Ouais, ben, c'est comme ça en investissement. Puis la conversation est tellement bonne, on n'a même pas parlé de qui t'étais. Donc présente-toi un peu. Puis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es ingénieur, c'est ça? Ouais, j'ai gradué en génie électrique à l'Université de Sherbrooke en 2010. Okay. Pour ça, j'ai voyagé un peu, puis je me suis établi ici à Ottawa. Je travaille chez General Dynamics. Okay. J'étais ingénieur. J'ai fait commencer en test engineer. Puis après ça, j'aimais moins ça, je suis allé en software. J'ai toujours été intéressé par faire des projets ailleurs. La raison que je suis venu à Ottawa, c'était pour être mon collègue dans le temps. On avait commencé un peu des petits projets en parallèle à l'université. Puis quand je suis revenu de voyage, il m'a dit viens ici, on va faire d'autres projets. Fait qu'on a essayé une couple d'affaires, rien qui a vraiment levé. On a pris chacun nos appartements. Puis là, moi, j'ai continué un peu mes affaires. J'avais un YouTube channel. YouTube, ouais. J'essayais plein d'affaires. C'était en parallèle. Je shootais un peu partout. J'ai fait un peu de dropshipping aussi. Au début, j'avais créé des relations avec du monde d'AliExpress. Puis j'avais plein d'inventaires. Des produits? Ouais, des produits de merde. C'était vraiment pas des... Je lui ai donné une coupe là, qui était pas terrible, là, mais c'était un jouet pour un chat, une plume, puis j'achetais ça 50 cents. Je me disais, si je la revends, c'est 5$, mais là, t'as le shipping. Qui va acheter ça? C'est $1 à moi, tu vas acheter ces affaires. Ouais, I guess, ouais. Ça, c'était pas un bon produit, mais il y a des produits que tu peux vendre sur le dropshipping, mais là, c'était une affaire que j'avais essayé. J'avais le channel YouTube, j'avais aussi engagé des étudiants. Je veux dire, j'avais contacté toutes les universités au Québec. OK. Puis, pour tous les étudiants en génie informatique, puis juste en informatique. Puis je lui ai dit, j'avais 2 projets que je voulais faire. J'allais faire un espèce de covoiturage, un peu comme à la Amigo Express ou Allo Stop dans le temps. Express, puis je voulais qu'ultimement, ça devienne un peu comme le plan d'Elon Musk, mais moi, j'étais avant. J'ai les j'ai pas trouvé son idée, mais tu sais, Elon Musk, il voulait que les voitures qui se conduisent toutes seules, à un moment donné, deviennent des taxis. Puis c'était ça un peu mon plan ultime. Il y avait plusieurs phases de faire un peu comme Amigo Express. Après ça, de transférer vers des services de taxi un peu. Ensuite, de faire ultimement dans 15 ans, genre. C'était ça l'idée. Mais c'était une idée parmi tant d'autres. Parce que j'en avais une autre que je voulais faire une application téléphone pour trouver des stationnements gratuits. OK. Parce que moi, je suis têteux. Ouais. je vais conduire 5 minutes de plus pour trouver le stationnement gratuit puis pas payer. C'est comme ça? Ouais. Puis je trouvais l'idée, le fun. Ce que je voulais faire, c'est donner le projet à des étudiants pour qu'ils me fassent un algorithme avec de reconnaissance d'image utiliser Google Maps Street View pour aller dans une ville puis reconnaître les images les images des panneaux de stationnement. Ça serait le data qu'on utiliserait pour après ça populer une base de données. Puis là, on aurait l'application qui utilise cette base de données-là pour dire entre telle heure et telle heure, tu peux te stationner là. Ouais. Okay. Ça serait l'étape 1. Il y avait une autre possibilité. J'avais contacté plusieurs villes aussi pour savoir s'il y a comme une sorte de data qui pouvait juste aller rechercher un API qu'on appelle pour aller chercher l'information puis pas avoir besoin. J'essayais de faire ça. Ça, c'était le projet que j'avais pitché, mais l'autre a été ramassé. J'ai fait ces 3 projets-là en parallèle. Puis j'avais aussi, je venais de lire aussi de 4-Hour Workweek. Ouais, j'ai pas lu encore celle-là, mais j'ai entendu parler. Je peux te le résumer. Là. En gros, il dit utilise les assistants virtuels au Pakistan parce qu'ils sont pas chers, ou en Inde, puis ils sont bons. En gros, c'est ça, puis des tester. Puis trouve-toi un produit, un service que tu peux tout automatiser, puis après ça, va t'en vivre de ça, puis il travaille pas là. Je le banalise, là, mais il y a beaucoup plus que ça dans le livre, là, c'est certain, mais le message, c'est un peu ça. Fait, c'est un peu ça que j'essayais de faire. J'essayais de trouver mon propre produit. J'avais fait mon prototype. Mes amis, ils riaient de moi vraiment beaucoup. C'était drôle, là, parce que je veux dire, je suis pas un manuel, puis le prototype que j'avais fait faire par une couturière, puis c'est un petit fan, parce que je veux pas aller dans les détails de ça. Mais c'était drôle. Fait que je faisais ces 4 affaires-là en même temps. Ouais.
je pense que c'était jusqu'à 2015. 2015, j'avais un ami d'un ami qui postait sur LinkedIn qu'il avait sa start-up, puis il voulait un cofondateur. Okay. Puis moi, je venais de faire le switch de génie électrique à ma job à informatique. Puis j'avais pas tant d'expérience. Moi, j'ai vraiment appris sur le tas, la programmation, puis via ma job, puis par les soirs, puis j'ai dit, ben check, moi, je suis pas capable de juste travailler pour avoir un but. Fait que j'ai dit, ben je vais travailler dans ta start-up avec toi, paye-moi pas, puis moi, ça va me donner une raison de me pratiquer pour ma job. Il a dit oui, c'est pas son problème. Wow. Ouais. Ben, il a dit oui, j'allais travailler pour gratis, puis je voulais rien dans sa compagnie. Pas d'équité, rien? Au début, non. J'ai dit, moi, ce que je veux, c'est travailler. Puis là, après une couple de semaines, j'ai dit, OK, ben on va... Je pense que ça a fait une couple de semaines, une couple de mois. Je pense qu'on a dit, ben, OK, je vais le faire avec toi. Je vais être plus intense, je vais être plus sérieux. Puis là, j'ai recruté 3 de mes amis qui sont vraiment forts en programmation, qui étaient vraiment meilleurs que moi. Puis on a fait ça 2 ans de temps. Fait que c'est la raison qu'on a rejoint. C'était la startup, l'idée, c'était un site de gestion immobilière qui aurait eu l'application aussi. Là. Fait que c'est pour quelqu'un qui a des propriétés, qui veut gérer ses propres propriétés, ou pour un gestionnaire immobilier. Il y a des compétiteurs, il y en a des plus gros. Ce qu'on voyait, c'est qu'il n'y en avait pas tant des petits sur le marché pour quelqu'un qui commence. Fait que c'était un petit peu comme ça que je ne vais pas nommer son nom, là, mais qui est le cofondateur, il voulait comme mettre se positionner, si on veut. Puis nous autres, on a suivi ça. Puis moi, j'ai embarqué un peu sans poser trop de questions, parce que tout ce que je voulais, moi, c'était faire de la programmation. Puis après quelques mois, j'ai embarqué mes amis. Puis là, on a commencé plus intense. L'année d'après, ce qui s'est passé, c'est le cofondateur là, qui est... lui, il fallait qu'il avait plus assez d'argent parce qu'il était le seul qui était all-in. Parce qu'il avait fait une sortie d'une start-up une couple d'années avant, puis il y avait eu un petit cash de bonus de sortie. Mais là, il avait brûlé un peu au travers de son cash là, en 2 ans. Là. Fait que ça y prenait pas une job, mais quelque chose. Là. Fait que je pense qu'il a starté en parallèle sa compagnie de marketing, puis il a fait ça plus à temps plein. Puis à un moment donné, il dit j'ai plus de temps pour notre site web. Fait que c'est moi qui ai pris un peu la chaise du plus business role. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis là, je me suis rendu compte que peut-être que la programmation, c'est pas mon futur. Puis non seulement ça, je pense que le positionnement du site web, il manquait. Je trouvais que... j'avais parlé justement à Victor, le gars, je te parle, puis il m'avait posé une question, puis à un moment donné, puis c'était vraiment clé pour une startup, puis il m'avait demandé qu'est-ce qui te différencie des autres? C'est quoi ton competitive advantage? Puis j'ai dit, on n'en a pas. Puis c'est pas une bonne réponse à donner, ça. Si tu veux, si tu vois ton angel investor, là, on n'en a pas, c'est pas une bonne réponse. Je te dis tout de suite. Puis, fait qu'après ça, j'ai fait la recherche que je pense qu'il aurait dû être faite comme 1 an et demi, 2 ans avant. Puis je me suis rendu compte que le positionnement n'était pas excellent pour vouloir faire un produit qui faisait exactement la même chose qu'un autre. Fait que ce que je voulais focuser, c'est sur l'application. On avait des fonctionnalités, puis que je voulais tu prennes une photo de ta facture, puis ça le mette directement dans ton dans ton application qui fait tes finances, là, si on veut. Il y en a qui ont commencé à faire ça il y a quelques années. Nous autres, c'était quand même en 2016 qu'on voulait commencer à faire ça. Puis je pense que c'était FreshBook, ou je me rappelle pas lequel qui le faisait, mais on avait checké comment eux faisaient leur technologie en arrière. Puis c'était tout outsourcé comme en Inde. Là. Fait qu'ils envoyaient la photo. Il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Fait que nous autres, on avait un plan de match, là, commencer à utiliser Deep Learning puis tout. Là, qu'est-ce qui s'est passé cet été-là? J'ai 2 de mes amis qui ont pogné... ils ont eu des enfants dans la même été. Puis le 3e, il a accepté une job à une start-up remote
puis comme, tu sais, quasiment 200 000 par année. Là. Wow. Puis il dit, je pense que je vais faire ça. Ouais. J'ai dit, tu fais bien. Fait que lui, il est parti avec ce projet-là. Fait que c'était comme moi un peu tout seul. Puis j'ai dit, attends, je vais prendre comme, take a step back to take three more. Je sais pas c'est quoi l'expression, mais quelque chose dans le genre. Tu sais. Ouais. Puis j'ai attendu une couple de mois. Puis je continuais d'aller à Rio depuis ce temps-là. OK. Puis j'ai dit, attends un peu, là, je vais faire mon ami qui est une job remote, qui paye bien, puis là, il part là, dans un mois, je veux faire ça aussi. Fait que j'ai décidé, OK, je vais faire ça. Okay. Fait que dans Rio, j'avais un peu d'argent. Fait que j'hésitais aussi entre investir un triplex ou investir dans un projet passif. Puis le projet à Lake Charles, c'était 100% passif. C'était pas mal les mêmes montants que j'aurais mis. OK. J'ai décidé d'aller avec lui parce que ça me donnait l'opportunité de voyager. Fait que j'ai fait ça, mais quand que j'ai appris plus sur le projet, que c'était quoi qu'il faisait Victor Otapeu, là, lui, c'est un entrepreneur, il lève l'argent pour... C'est vraiment un skill qu'il a développé. Puis là, j'ai comme ça relié avec... Un peu quand que je gérais la start-up, puis j'étais management, puis j'aimais vraiment ça. Puis là, j'ai dit non. J'ai dit, peut-être une erreur, peut-être j'aurais dû investir dans le triplex. Ouais. Mais au moins, ça m'a donné la réponse que c'est pas ça. Je veux pas faire de la programmation, puis travailler remote, puis me promener dans le monde. Ce que je veux, c'est... Je veux faire ça. Je veux être entrepreneur / investisseur. Fait que là, c'est là que j'ai acheté plein de livres, puis je me suis trouvé un mentor, puis j'ai trouvé mon premier deal. J'ai travaillé 1 an pour lever de l'argent pour des projets à Philadelphie. Puis là, je lève probablement dans les prochaines semaines mon prochain million. Là. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est fort, ça. Puis fait que c'est comme ça que tu as rentré en immobilier. Tu as combien de portes en ce moment? Toi, tu les gardes ou bien tu les revends? Non, j'en ai pas tant. J'ai juste fait mon premier... à part le truc aux États-Unis, j'ai fait mon premier triplex l'année passée. C'est 3 portes, mais je loue à des chambres. Fait que j'ai augmenté beaucoup les revenus. Ah ouais? Le prochain que je t'ai acheté, j'ai développé beaucoup des bonnes relations en levant de l'argent pour les projets aux États-Unis avec des investisseurs. Là, le prochain, c'est un 6-plex. Je ne vais pas donner trop de détails, là, mais du côté d'Ottawa. Parce que je veux dire, c'est pas closé. Là. C'est pas closé encore, OK. Oui, on est encore dans la négociation, là. Mais ça va bien. Je suis très confiant. OK. Fait que ça, j'aimerais beaucoup ça. Fait que ce que je regarde, c'est tout le temps propriété qui serait possible d'ajouter de la valeur, que les loyers sont en dessous du marché de beaucoup. C'est vraiment là que tu vas avoir un deal. Là. Même si le cap rate est compressé, mais tu as beaucoup de place pour augmenter de la valeur, souvent, c'est pas grave. Les gens regardent... le cap rate, vous l'utilisez beaucoup, hein, ce terme-là? On l'utilise de temps en temps, oui. Surtout pour les propriétés locatives. Oui. Disons un cap rate compressé, ça veut dire que tu n'auras pas de cash flow, ça veut dire que les investisseurs veulent du cash flow, tu as raison. Cependant, il ne faut pas que tu regardes c'est quoi le cap rate que j'achète, c'est quoi que cette propriété-là va devenir. C'est là que tu vas trouver une deal. Parce que c'est sûr, si tu es dans les marchés où tu as full opportunité, comme certaines places aux États-Unis, que tu en as des... à tous les coins de rue, que tu peux faire des petits flips intéressants. Mais ici, à Ottawa, tu as tellement de demandes présentement à cause que je t'en parlais un peu avant le podcast avec Marty qui était là tantôt. C'est que tu as tellement de gens qui veulent acheter de l'union familiale, puis tu as tellement des... T'as des couples qui, travaillent à Canada, dans le coin du high-tech ou au gouvernement, ils ont des bons salaires, dans les 6 chiffres chacun, ils ont de l'argent de côté. Ils ont acheté une maison il y a 5, 10, 15 ans, ils ont bâti, ils ont surfé la vague de l'augmentation de l'équité, la valeur des maisons. Leur maison en vaut 600 000, ils avaient payé, il lui restait 100 000 d'hypothèque, ils ont 500 000 d'équité sur leur marge de crédit hypothécaire, puis ils continuent d'avoir des gros revenus. Ils disent, oui, on peut soit acheter une autre maison, mais un petit bloc, ça m'intéresse aussi. Tu sais. Là, tu compétitionnes avec ces gens-là aussi. Fait que, fait que trouver des bonnes deals, c'est difficile. Fait que c'est pour ça que si tu regardes juste le cap rate, tu n'en trouveras pas. Il n'y en a pas. Tu n'auras pas une bonne deal à un cap rate de 7-8, c'est impossible. Ou que tu payes comme 11 fois les revenus, 12 fois ça n'existe pas. Dans ce marché-là, ça... Non, ça n'en existe plus. C'est comme Toronto, Vancouver, Montréal, ça n'existe pas, tu vas payer... Non, c'est ça. Fait si tu regardes, c'est OK, si je l'achète là, puis je peux augmenter les revenus à X, ou je peux louer à la chambre, ou je peux séparer cet appartement-là, en faire 2, je peux faire quelque chose pour augmenter les revenus drastiquement. Qu'est-ce que ça vaut après? Est-ce que je peux refinancer ou si je refinance pas, c'est quoi mon
nouveau cap rate maintenant. C'est quoi mes revenus que j'ai créés par rapport au prix d'achat plus mes rénovations. T'sais. C'est vraiment ça, il faut que tu regardes. Puis c'est là que tu vas pouvoir te différencier de quelqu'un qui l'ajuste, qui veut une propriété là, A-class property avec A-class tenant, puis payer vraiment pas cher. Non, ça existe plus. Ça n'existe pas. Là. C'est là que tu peux trouver un deal. Puis il faut que tu en checkes beaucoup. Puis trouver des deals off-market, c'est sûr que ça aide vraiment beaucoup aussi. Là. C'est quoi tes techniques pour les deals off-market? Ben, contacter des gars comme ça. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je t'ai contacté, c'est LinkedIn. J'ai dit, je cherche des deals off-market, tu m'en as amené un. Il est intéressant. Là, j'ai travaillé sur un autre en même temps, mais je dis pas non sur les autres. C'est du cas par cas avec les deals. Là. Ouais. Je sais qu'il y en a qui font des lettres, des choses comme ça. Est-ce que tu as déjà essayé? Oui, j'avais 300 pamphlets, puis j'étais allé... 3000 pamphlets. 3000 pamphlets. J'étais allé dans les quartiers, ce que je trouvais intéressant à Ottawa, toutes les maisons unifamiliales. Okay. Puis même les townhouses. Puis tu reçois des appels, mais c'était au début du boom phase un peu à Ottawa. Fait que le monde commençait à comprendre qu'il y avait de la demande. Fait que c'est mieux d'aller avec un agent. C'est mieux d'aller avec un agent puis vendre pour super cher que de... Ouais, ben c'est ça. Où ils s'essayaient là. Je me rappelle pas c'est qui. Je pense que c'est Martin Matt, il disait une technique de vente, le premier à dire un chiffre a perdu. Tu sais, même, là. Il y a une affaire comme ça, quasiment. Ouais. Puis fait que le monde, il disait jamais de chiffre. Je disais combien tu veux pour ta maison. Il dit toi combien tu m'offrais. C'était sur toutes les emails que j'ai reçus, c'était tout le temps ça. Il y en a pas un qui dit ben tu m'offrais-tu X. Non, c'est sûr que non. C'est sûr que non, parce que tu risques. Le premier, c'est ton anchor, c'est ton encre. C'est sûr qu'il ira. C'est sûr que je n'irai pas plus haut que le chiffre que tu m'as proposé. C'est sûr que je vais aller plus bas. Fait que mais là, tu ne veux pas aller trop haut parce que ça se peut que je vais juste arrêter la conversation. Mais si tu vas trop bas, moi, tu sais, je vais tirer quand même. Fait c'est dur de dire le premier chiffre. Il faut vraiment que tu connaisses ça. Puis là, moi, j'ai envoyé comme des pamphlets à tout le monde. Fait que c'est sûr que le monde sont un peu pas sa défensive, mais ils veulent que moi, je dise un chiffre. Fait là, je disais mon chiffre. Raccroche. Il te raccroche au nez comme ça? Non, mais tu sais, c'est ça. Non, il était poli, mais tu sais, il disait, je pensais pas qu'on fasse non. Ben non, c'est sûr. Là, eux, ils veulent pas nécessairement en vendre, ils sont juste curieux. Est-ce que je peux faire une passe de cash? C'est ça qu'ils voulaient savoir. Là. Ouais, est-ce que le gars va me donner un prix qui est fou, puis OK. Oui, c'est ça. Ma maison vaut 350 000. Peut-être, là. Mettons dans le temps, c'est peut-être ça. Moi, je disais, je vous offrais 300, monsieur, tu sais. Puis, non, lui, il s'attendait à avoir un 500 ou un 600 peut-être. Ouais. Puis partir là, avec son 200 de cash. S'acheter un bateau, puis. Il se voyait, là. Ouais. Mais c'est ça, le marché. C'est tough à Ottawa présentement. Ça s'en vient comme à Toronto. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Ottawa qui viennent acheter ici en ce moment. C'est ça qui rend le marché à Gatineau fou aussi. Il y a beaucoup d'acheteurs d'Ottawa. Là. Ouais. Moi, j'y crois à Gatineau. Là. Toute la législation, la régie, c'est tough. Là, par rapport à... mais à Ottawa, c'est... Le monde, c'est souvent un argument. C'est vrai, c'est plus tough à... Excuse-moi. J'ai pas le COVID. Non, c'est correct. C'est plus tough du Québec, mais c'est pas le jour et la nuit avec. C'est pas comme aux États-Unis là, où tu termines le bail et tu te dis bon ben ça va être tout. Quand même avec plusieurs mois d'avance. Là. On renouvellera pas. Tu peux pas vraiment faire ça. Là. Même en Ontario non plus. Là. Là-bas aussi, il faut que tu donnes un préavis. Puis... Mais même à ça. S'ils veulent rester, ils restent. Là. Wow! OK. Fait que c'est pas si facile qu'on le pense. La meilleure affaire qui peut arriver pour toi, c'est qu'ils payent pas ou que tu es en retard. Là, c'est plus facile de les faire sortir. C'est la meilleure chose qui peut t'arriver si tu veux les mettre dehors. C'est qu'ils payent en retard ou qu'ils payent pas. Là tu as vraiment un cas solide. Là. Mais sinon, c'est tough. Ouais. Au Québec, tu donnes un 6 mois de préavis, puis généralement, ça devrait être correct. Ils peuvent décider de rester, puis ça peut aller en cours, mais généralement, avec un 6 mois, ils n'ont rien qu'ils peuvent faire, là, à part peut-être te faire perdre les plumes ou les cheveux de ta tête pendant un mois ou deux. Là. Il faut que tu l'habites. Il faut que tu sois propriétaire occupant. Oui. Ouais. Sinon, c'est difficile? Je veux pas aller trop dans les détails, mais parce que je suis dans un cas présentement. Là. OK. Ouais, je m'en vais habiter mon triplex. Là. Okay. Ouais, puis je vais louer 2 chambres, puis moi, je vais en habiter une. OK. Fait, c'est ça. Financièrement, moi, ça fait du sens. Là. Puis, c'est mon triplex que j'ai acheté pour ça, mais c'est vraiment ça la procédure. Là. Okay. Tu veux il faut que tu l'habites, selon la régie. Mais c'est sûr que si toi, l'autre côté du Québec, tu as la Corpic. Là. La Corpic, ça va donner vraiment des bons conseils. Moi, j'utilise beaucoup la Corpic. C'est quoi ça? Corpic, l'acronyme, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est une association qui aide les propriétaires, les investisseurs? Oui, c'est ça. C'est vraiment, c'est ça. Puis c'est des avocats, puis ils ont des avocats. Ils vont te référer à des firmes d'avocats. Puis les gens qui sont là sont souvent les conseillers qui vont te parler, sont eux-mêmes des investisseurs, sont vraiment au courant de la loi. Là. Puis s'ils ne savent pas, ils vont te référer à la bonne personne. C'est sûr, tu peux toujours appeler à la régie. Là, la régie est là pour les deux parties, mais la corporate est vraiment pour t'aider toi en termes d'investisseur. C'est fou qu'on est obligé d'avoir ça. Oui, quand même. C'est fou, là. T'as pas d'organisation comme ça. Ben, la raison, c'est parce que la régie s'est tellement penchée d'un bord que il y a eu un besoin pour ça, d'avoir la Corpic, là. Comment t'écris ça, la Corpic? CORPIQ. OK, parfait. Ça doit finir du Québec, là. Investisseurs du Québec, Oui, ça doit être ça. Je vais faire une petite recherche. On en 4, là, des lettres. Corp. Je sais pas. Puis tu parlais tantôt d'investir à Philadelphie, aux États-Unis. Ouais. Fait comment tu fais pour investir dans un autre pays? Je sais qu'il y a beaucoup de gens, ça leur fait peur, là. Ouais, la structure est... ça va dépendre. Ouais. Tu peux investir passif avec un prêt. Ça, c'est... Excuse-moi. Ça, c'est le moins compliqué. Si tu veux investir en équité, c'est sûr que ça va être via une corporation là-bas. Ils vont créer souvent, c'est des limited partnerships. C'est comme pour englober une propriété. Ça te prend quelqu'un qui est local, qui habite là, pour qu'il soit dans la corporation. Fait que la meilleure façon, c'est de développer une relation avec des entrepreneurs locaux qui sont, tu veux des experts d'un certain marché. Là, tu veux trouver les deals. Toi, si tu vas voir sur Internet à distance, quand tu ne connais pas un marché, ça commence à être du gambling. Là, tu veux être quelqu'un qui est sur place, qui voit la regentrification, qui est au courant de ce que le gouvernement implémente dans certains quartiers, puis qui est capable de marcher là, puis de voir vraiment que ça va être un deal. Fait que c'est de créer des relations avec ces gens-là. C'est la première affaire, puis après ça, comment setuper tes finances, puis la loi, là, c'est sûr que tu dois jaser avec un avocat, puis un comptable qui fait ça. Mais j'avais aidé à rouler Mada Partners, qui est un très bon ami à moi, là, durant un an, puis c'était avec lui là, que j'ai aidé à lever de l'argent. Là. Ah ouais? Puis lui, c'est ça qui se spécialise, là, les Canadiens qui investissent aux États-Unis. Fait que, je sais pas si vous avez des questions, là, c'était Mada Partners. Mais, Mada? Mada, M-A-D-A, Partners. Partners, OK. Puis comment tu l'as rencontré, lui? Même situation, Oreo aussi. Ouais. OK, dans l'association des investisseurs à Ottawa. Oui, c'est ça. OK, ça c'est le fun. En fait, je faisais de la recherche sur Victor parce que j'allais investir avec. Fait, je demandais à plein de gens, à Oreo, comment tu le connais. Tu sais, quand tu n'as pas une relation avec quelqu'un puis tu t'en vas investir avec, tu es passif, tu veux un peu d'historique. Là. Fait que je faisais un peu mes devoirs. Fait que c'était un peu comme ça que je l'ai rencontré. Puis après ça, c'est lui qui m'a approché puis pour les projets là-bas. Puis on a commencé comme ça. Ah, c'est Google qui parle? C'est Siri qui parle. Siri? Je pense que tu as activé mon Siri. J'ai dit Siri? Bah, des fois, il s'active pour rien, là. Ouais, c'est un peu comme ça. Fait que, ouais, c'est ça tout ça. Il faut vraiment que tu aies quelqu'un sur place aux États-Unis là, pour avoir. Je sais pas si c'est par rapport à l'adresse. Faut que tu sois dans la même ville. Je suis pas certain à 100%. Mais c'est. Je pense vraiment. Légalement, c'est sûr, ça va en prendre un partenaire qui est sur place. Puis, deuxièmement, tu veux juste un expert géographique. Là, tu veux investir avec quelqu'un qui sait vraiment l'emplacement. C'est bien beau de dire Dallas, c'est bon, c'est en site. OK, mais ils vont investir à Dallas. Tu vas aller passer une semaine là, puis tu vas connaître le marché assez pour dire c'est cette maison-là, à cette place-là, puis je vais faire un flip. Je connais pas le quartier. Ça prend du temps là, à prendre un marché. Là. Tu peux regarder les highlights, là, mais je sais, quelqu'un qui arriverait là, de l'extérieur et dire OK, puis tu vas à Ottawa, tu dis, je vais investir à Vanier. Vanier, il y a 5 ans, tu dis pourquoi c'est pas cher. Ouais. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Mais quelqu'un qui est de l'extérieur, tu ne sais pas, toi, tu checkes pour une deal, tu dis à Ottawa, la moitié. Pas la moitié, excuse. La moyenne des loyers, c'est ça. La moyenne des prix, c'est ça. Puis Vanier, juste là, juste au côté du centre-ville, là, c'est super bon. OK, mais
T'es-tu allé voir, là? Ouais, tu connais pas. C'est pas... Pas le choix d'être sur place. Ben, c'est ça, ça prend quelqu'un. Puis être au courant, tu sais, t'aurais voulu être proche de Westboro, mettons, v'là 20 ans, tu sais. Parce qu'il y a vraiment eu un rajeunissement, il y a eu un investissement du gouvernement, pas du gouvernement, excuse, de la ville, qui a permis regentrification de la place. Fait que pour voir ces quartiers-là qui vont avoir l'appui de la ville, puis un engouement des autres investisseurs, pour voir ils s'en viennent où, ces zones-là. Puis c'est souvent dans ces zones-là que tu vas être capable de faire un investissement qui va avoir un uplift là, de tes voisins qui eux aussi font des rénovations, qui eux aussi veulent se rajeunir, puis tout. Ça va aider beaucoup, là, parce que je veux dire, l'investissement immobilier, c'est beaucoup l'effet de levier. Là. Définitivement. Fait que tu veux investir dans ces quartiers-là, puis pour connaître ça, ben il faut que tu connaisses dans quel quartier tu vas investir, parce que c'est vraiment local, là, l'investissement immobilier. De même regarder c'est quoi... Ils vont dire au Canada, je sais pas, ils vont donner une stat, mais ça veut rien dire, ça. Je veux dire, dans ce quartier-là, à Ottawa, ça va super bien, puis là-bas, c'est de la boîte, tu sais, ça veut rien dire. Puis même dans le même quartier, tu vas regarder un coin de rue, c'est bon, l'autre, pas bon. Pourquoi? Ben, en avant, il y a, je sais pas, il y a l'aide, un centre, pas un centre communautaire, mais un centre de rehab. Rehab ou peu importe. Tu dis, ben, c'est ça, mais c'est local. Là. Elle, elle va pas croître de 20% par année. Elle, là-bas, oui. Fait que, faut que ça... Première affaire, c'est ça. Ça te prend un partenaire là-bas que tu crées une bonne relation avec. Puis c'est sûr que si tu veux le faire, ben, déménager là, c'est probablement le top. Là. Je veux dire, déménage là, si tu as une job remote puis que tu veux commencer à investir, faire des petits deals. J'ai un ami qui fait ça. Là. Et lui, il est allé à Buffalo. Pourquoi Buffalo? Parce que c'était proche. Mais... C'était proche? il était à Toronto, puis c'est pas super loin, là, Buffalo. Fait que il fait ça. Il investit. Fait il trouvait des bonnes deals là, mais c'est parce qu'il y va souvent. Il est tout le temps là. Puis il travaille remote de là-bas. Pour ça, je pense que tu peux le faire. Mais sinon, il faut avoir une bonne relation. Là. Fait que, puis les relations, Bigger Pocket, tu connais ça? Oui, je connais Bigger Pocket. Tu peux te trouver quelqu'un là-dessus. Là, juste dire, si quelqu'un à Dallas qui fait des projets, c'est sûr, tu vas en avoir plein. Tu dis, j'ai 200 000 à investir. Tu quelqu'un qui veut faire des projets, c'est sûr, tu vas en avoir. Mais tu sais, ça va être ton argent, tu sais pas. Puis tu investis tout le temps dans 3 affaires. T'sais. Pour faire un deal, ça prend l'argent, ça prend le deal, puis ça prend le monde aussi. Puis le monde, c'est quoi que tu investis dedans? C'est son historique, puis la relation que tu as avec. Je veux dire, si c'est son premier deal, mais c'est ton frère, tu penses peut-être moins de chances qu'il te vole. Mais si tu as une confiance en lui. Là. Ou qu'il se plante. Tu le connais, puis il est sa coche, puis tu es un grand ami de longue date, puis, ou juste un collègue que tu as travaillé avec, puis tu sais qu'il est vraiment sa coche. C'est vraiment différent. Mais si tu n'as absolument rien, ben, The Money People Deal, qui est de Stephen Arnoux, vraiment un bon livre, là, ben, la partie People, il faut que tu aies quelqu'un sur place que tu as une relation avec, ou quelqu'un que tu connais vraiment bien, que lui a une relation avec. C'est un peu ça avec Mada Partners. Ils investissent avec Mada Partners, excuse-moi, de Philadelphie. Eux, ils ont une relation ça doit faire plus de 10 ans qu'ils font des projets année après année, un couple de projets par année. Fait que la relation est solide, puis l'équipe ont prouvé à maintes reprises que même dans les temps rough, ils voulaient maintenir une bonne relation en prenant eux-mêmes les qualités. C'est une relation de même que tu vas avoir. Mais c'est tough de trouver des groupes comme ça là, partout. Déjà, tu dis que tu regardes, chaque matin, tu regardes des deals. Fait que déjà, là, c'est un investisseur passif. Ça dépend comment tu définis succès. J'ai fait du Jordan Peterson. Ça dépend de ce que tu définis par succès. Comment tu définis tout. Ben, c'est sûr que quelqu'un... ceux qui ont du succès, mettons dans mon entourage, là, ceux que je vois qui ont réussi, là, quand ils vont faire des achats, c'est pas émotionnel. Là. Ça, c'est, tu vas faire des décisions de business éduquées, non émotionnelles. Si tu achètes une maison parce que tu la trouves belle puis tu es tombé en amour avec, puis après ça, tu essaies de te convaincre que c'était un bon investissement immobilier, c'est pas comme ça que tu vas réussir sur le long terme. Là, je te dirais, c'est quelqu'un qui va être rationnel dans ses décisions. Très important, ça, quand même. Oui, vraiment. Puis surtout quand moi, je cherche des deals vraiment beaucoup. Là, ça arrive souvent là, que je suis impatient et je dis je vais faire lui parce que je suis tanné. Mais il faut te demander, tu peux être non, je vais attendre. Ça fait pas de sens parce que X, Y, Z. C'est ça. Puis, faut que les numéros fassent du sens.
Tout à fait. Là, t'es pas obligé d'être un expert en maths, je veux dire, parce que t'es pas obligé de faire du calcul intégral ou différentiel. Là, je veux dire, c'est assez simple. Ouais. C'est vraiment de base. Là, si t'es capable de rouler une table Excel, là, c'est revenu moins de dépenses. C'est vraiment déjà simple. Déjà, t'as une bonne base. À la limite, tu peux calculer ton retour interne, puis t'es pas obligé de connaître la formule. Là, tu peux juste le faire IRR dans Excel, puis ça va te le dire. C'est ton retour annuel, puis tu peux le comparer à je veux dire, entre 7 à 9 %. Je sais pas c'est quoi la moyenne du SP500, mais tu te dis, OK, ben si je bats ça c'est un meilleur move que 7. 7. Je sais qu'historiquement, c'est plus, là, mais c'est 7. Ouais. Ben, le marché en général, j'imagine que c'est un 7 à 8 % à peu près par année. Ah, OK, mais sans les dividendes. Je pense que c'est ça. Sans les dividendes, Sans les dividendes, OK, OK. Je pense que c'était plus comme 9-10, mais sans les dividendes, ça fait plus de sens. Ouais. Fait que... Ouais, je dirais ça. C'est sûr que quand tu leur parles, ils sont pas emballés, même trop émotionnellement, mais plus emballés par... intéressés par les chiffres. C'est souvent ça. Quelqu'un qui parle beaucoup de chiffres, j'ai l'impression... Dans mon entourage, c'est peut-être parce qu'on en parle tout le temps. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui en parle. Mais dans le fond, pour quelqu'un qui commence, tu veux dire? Ben c'est ça. Je pense que ça a donné le point le plus important. C'est faire une décision qui n'est pas émotionnelle, qui est plutôt rationnelle, puis basée sur des chiffres, sur des calculs. Puis s'éduquer. Éduque-toi, sois pas émotionnel, puis prends des décisions rationnelles de business. Business, c'est faire des profits, puis c'est pas... je veux dire, faut que ton deal fasse du sens, sinon tu peux pas en faire plus qu'un. Sinon, c'est pas un investissement. Ouais, tu peux pas en faire que... Puis, en parlant d'éducation, c'est quoi les livres que tu recommandes, disons les livres d'immobilier? Juste un. Ouais, juste un. Ben, le dernier que j'étais en train de lire, c'est quoi, de Napoleon Hill, là, qui était pas pire. Think and Grow Rich? Ouais, c'est correct. Je l'ai pas aimé, moi. Ouais, c'est ça, c'est moyen. Comment tu l'as trouvé, toi? Correct. Ouais. Je dis juste lequel que j'ai pensé dernièrement, là. Que j'aime vraiment. Ouais. Que je réfère souvent, c'est en termes de... je trouve Rich Dad Poor Dad, c'est correct. Là. Moi, je trouve que c'est un peu simpliste, là, mais l'idée de base est vraiment simple. Puis c'est la base, un peu. Souvent, tu te dis, je lis ça, mais je le sais déjà. Mais tu le sais-tu vraiment déjà? Parce que tu regardes que le monde font, puis des fois, c'est... tu dis, je le comprends, mais tu le comprends-tu vraiment? Parce que tes actions, puis ce que tu dis, des fois, c'est un peu... C'était vraiment mon attitude. La première fois que je l'ai lu, je pense que c'était en 2011, puis je dis, ça, c'est simple, ce livre-là, c'est bien niaiseux. Je le comprends, là, que c'est pas une business. Puis après ça, j'ai regardé ce que j'ai fait les années qui ont suivi, puis on dirait pas que je l'avais compris. Okay. Je trouve que pour ça, c'est la base, mais moi, j'aime moins un peu un livre qui fait comme une conversation, là, un à l'autre. Et ça, c'est dans mes goûts personnels. Là. Mais c'est drôle parce que le prochain livre que je vais te conseiller, c'est la même affaire, mais c'est de Donald Campbell, c'est de Real Estate. Real Estate Investing in Canada, je pense. Okay. Je pense que c'est ça. C'est son premier, là. C'est vraiment bon. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Encore là, j'aime moins quand c'est un gars qui parle ou une fille qui parle à un autre, puis c'est les conversations comme ça. Mais c'est pas grave. Le contenu était vraiment excellent. Puis qui a suivi à lui, que j'ai lu aussi de lui, les joint ventures, c'était bien. Puis il y avait aussi le marché immobilier, comment ça s'appelait? Real Estate Market Trends. Je me rappelle pas le titre. Je connais pas celle-là. Mais il te montre où aller chercher le data, comment identifier qu'un marché va monter ou descendre. Wow. Puis tu peux pas faire de la planification sur 5-10 ans, on s'entend, mais il dit... Il y a des key drivers puis il y a des market influencers. Les market influencers, c'est tout ce qui passe aux nouvelles. Le gouvernement va augmenter les taxes de X. Le gouvernement va faire des impacts du gouvernement ou des nouvelles au gouvernement. Le COVID, c'est des market influencers. Ça va vraiment influencer le prix, mais à court terme. Puis présentement, il y en a beaucoup. Il y a eu des influx d'argent du gouvernement pour le COVID. Il y a le COVID, la baisse des taux d'intérêt. Baisse des taux d'intérêt. Tout ça, c'est pas de l'air, mais ça va influencer sur le court terme. Puis le plus important, c'est les key drivers. Les key drivers, c'est les marqueurs économiques. La croissance du GDP puis l'augmentation des emplois. Ça, c'est si t'en as deux à regarder, c'est ça. Il y en a quelques-uns d'autres, là, mais puis il dit tout part de ça. Puis il y a un processus que quand tu
tu augmentes les emplois, quelques mois après, il y a du monde qui vont emménager dans le coin parce que pour remplir ces emplois-là, ça fait une augmentation de la population. Plus de population, ça fait l'augmentation de la valeur des loyers parce que c'est l'offre et la demande. Puis après ça, quand ça s'ensuit, ça va être plus tard. Je pense qu'ils disent quand tu es capable de traquer, là, disons, pour le mois X, que ça va être grosse augmentation de GDP puis d'emploi. Je pense que c'est 18 mois. Je me gratte la tête en même temps. Je suis pas sûr. Je pense que c'était quelque chose comme ça. Fait que tu peux pas prédire comme dans 10 ans. Il n'y a personne qui peut. Bon. Mais 1 an à 18 mois, c'est quand même faisable. Là. Puis il montre. Il y a plusieurs graphiques, là, plusieurs data à analyser. Puis moi, j'aime bien ça, les graphiques, puis cette affaire-là. Fait que moi, j'aimais vraiment. Quelqu'un qui aime ça, le data, puis dire, OK, mais comment il fait pour planifier que dans cette ville-là, ça va être vraiment bien? Ben, c'est le livre que tu dois lire pour checker les graphiques, puis te dire où aller chercher le data, puis tu peux le faire l'exercice toi-même. C'est lourd. C'est qui l'auteur encore de cela? Don R. Campbell. C'est le fondateur de Rain, qui est un autre groupe d'investisseurs immobiliers canadiens. Je pense qu'ils sont un peu en compétition avec Keith Spires, puis je pense Rich Dad. Poor Dad ont aussi un groupe d'investisseurs immobiliers. Là, mais... Real Estate Investing in Canada, ouais. Don R. Campbell. Je pense qu'ils ont changé pour Real Estate Intelligence Network. Ah ouais? Le nom du groupe, je parle, c'était peut-être Real Estate Investors Network. Là, je pense que c'est Intelligence Network. J'ai juste du positif à dire de eux. Là. C'est sûr que eux, c'est pas à but non lucratif. Là. Mais le data puis les analyses qu'ils font, c'est vraiment bien. OK. Bon, c'est le fun, ça. Bon, je pense qu'on a fini le podcast. Merci beaucoup. Ouais, il faut que j'y aille. C'est ça, tu vas jouer au tennis. La dernière question, c'est justement qu'est-ce que tu fais pour le fun, ça? Je joue de la musique, je fais du sport, je joue au tennis. Je joue au hockey, mais là, avec le COVID, c'est plus dur. On essaye des jeux de société. On essaye une fois au moins un soir semaine de voir des amis. Ouais. Sinon, le reste des soirs, c'est on check des deals, puis on parle avec des investisseurs, on parle avec la banque. Real estate. Mais il faut pas virer fou, là, fait qu'il faut voir des amis un peu aussi. Ouais, c'est comme ça. Prendre une bière en faisant des podcasts aussi. There you go. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir, man. Merci d'être venu.